Troisième opus de cette série consacrée à Vivado. Donc découverte de Vivado avec la simulation fonctionnelle maintenant du projet PWM 16 bits qui a été initié dans les deux premières vidéos. Donc il s'agit d'une simulation fonctionnelle que nous allons réaliser avec le simulateur intégré de Vivado en utilisant les possibilités de réaliser un test bench sous forme graphique avec les outils du simulateur. Alors petit retour sur notre projet. Ce projet c'est donc un périphérique PWM sur 16 bits. J'ai agrémenté le code que nous avons vu à la vidéo précédente d'un certain nombre de commentaires. Je vous rappelle qu'il est important pour vos projets de documenter ce que vous écrivez. Alors là, je l'ai fait peut-être en quantité importante avec une visée purement pédagogique, mais il n'empêche, quand vous récupérez votre projet 6 mois après, vous constaterez assez souvent que si vous n'avez pas mis de commentaires, vous ne comprendrez plus ce que vous avez fait. Donc les commentaires sont nécessaires, même pour soi-même, pour comprendre ce qu'on a fait. Et évidemment, au sein d'une entreprise, c'est absolument indispensable pour que quelqu'un d'autre que vous puisse reprendre le code s'il y en avait besoin. Alors, on avait vu la façon dont ça fonctionnait. Petit rappel brièvement, puisque ça a peut-être été un petit peu rapide. Le prescaler, il est là pour diviser la fréquence d'horloge d'entrée à 125 MHz de la carte Zibo. Ce prescaler, il est fixé à 16. Ça veut dire qu'on a un compteur pour le prescaler qui va compter de 0 à 15. Et qu'une fois par passage à 0, on viendra solliciter le compteur, cette fois-ci du PWM. Donc au passage à 15, c'est-à-dire au moment, lorsqu'on est à 15, au moment du front montant d'horloge, c'est-à-dire au moment où on va devoir passer à 0, eh bien, on effectue effectivement le passage à 0 du compteur du prescaler et dans la foulée, on vient incrémenter le compteur du PWM. Ce compteur, il évolue entre 0 et 65 535. Donc, lorsqu'il était égal à 65 535 en entrant dans le process, ça veut dire qu'il s'était écoulé un cycle d'horloge avec PWM counter à 65 535. On le passe donc à 0. Et dans le cas contraire, on l'incrémente. Donc, on a juste réalisé un compteur comme ça qui va aller de 0 à 65 535 de façon cyclique et permanente. Ensuite, on va générer le signal de sortie et lorsque le PWM counter est à 0, on passe à 1 la sortie. Et lorsque le PWM counter est égal à la valeur de comparaison qui permet de fixer le rapport cyclique, on repasse la sortie à 0. On revient maintenant sur le prescaler. Ce prescaler, on a vu ce qui se passait lorsqu'il était à 15. Pour toutes les autres valeurs, mais il fallait incrémenter la valeur du compteur du prescaler et ici j'avais oublié d'ajouter 1. Alors on peut maintenant passer à la partie simulation. Il faut donc enregistrer et on va lancer la simulation. Donc il s'agit d'une simulation comportementale, c'est du fonctionnel. Alors par défaut, il a lancé une première simulation. Cette première simulation, on va la supprimer. Donc vous avez ici un bouton Restart. Vous pouvez également taper des commandes ici. Par exemple, la commande Restart. Ensuite, on va fixer le signal d'horloge. Donc pour pouvoir fixer un signal d'horloge, il suffit d'aller donc sur le nom du signal. Vous effectuez un clic droit. Et ici, vous choisissez de forcer ce signal de façon à ce qu'il respecte ce qui correspond à un signal d'horloge. Donc, il s'agit d'un signal binaire. La première valeur du cycle d'horloge, ce sera 1. La valeur suivante, ce sera 0. On démarre en t égale 0 de façon indéfinie. Donc, on ne met pas ici d'instant de fin. Le rapport cyclique sera de 50%, ça veut dire autant de temps à l'état haut qu'à l'état bas.
Et ici, on fixe la période. Alors 125 MHz, eh bien, ça veut dire une période de 8 nanosecondes. L'horloge est fixée, on la verra apparaître seulement au moment de la simulation. Ensuite, on va choisir une valeur pour le PWM, c'est-à-dire une valeur qui va permettre de fixer ce qui correspond au rapport cyclique. La durée à l'état haut par rapport à la durée à l'état bas. Donc ça veut dire le nombre de cycles d'horloge ici où on sera en fait à l'état haut à la sortie. Alors cycle d'horloge interne au PWM, attention, hein, puisque vous savez qu'on a un prédiviseur par 16 à l'intérieur. Donc je fixe une valeur et pour ça je vais forcer une constante. Donc cette constante, il s'agit d'une constante cette fois-ci qu'on peut qualifier d'hexadécimale, oui par exemple. Alors je vais faire en sorte qu'on ait un quart du temps à l'état 1 et le reste du temps de la période à l'état 0 à la sortie. Alors j'ai mis 3FFF, je pourrais mettre tout aussi bien 4000, hein, ce qui correspond à un quart de la valeur maximale sur 16 bits en hexadécimal, puisque c'est la valeur maximale, c'est FFFF. Ok. Et puis maintenant, on est prêt à lancer la simulation. Alors cette simulation, il faut lui donner une durée. Alors ce serait quand même intéressant de faire un petit calcul. Alors pour ce petit calcul, j'ai sorti la magnifique calculette de Windows. On a donc 8 nanosecondes pour une période. La période comptage du PWM, elle est à multiplier par 16 puisqu'on avait mis en place un prescaler de 16, donc x 16. Donc 128 nanosecondes, c'est la période de comptage de mon compteur PWM. Ce compteur PWM, pour pouvoir effectuer un cycle complet du signal PWM, va s'exécuter, va compter 65 536 fois. Donc je multiplie ça par 65 536. Et puis si je veux par exemple avoir 3 cycles à l'écran, 3 périodes de mon signal PWM, je remultiplie par 3. Donc ça me donne la durée en nanosecondes pour obtenir une simulation qui soit intéressante, où je puisse voir comme ça 3 périodes de simulation. Donc on est à 25 165 824 nanosecondes. Alors, on peut soit mettre la durée ici, soit lancer un run ici avec la bonne durée. Alors évidemment, on n'est pas obligé de s'astreindre à cette valeur exacte. Moi, ce que je vais choisir, c'est de lancer une simulation sur 26 millions de nanosecondes. Alors si on remonte ici de 3 décimales, on arrive à 26 000 microsecondes ou encore 26 millisecondes. C'est parti pour 26 millisecondes. Pardon, ici. Et ici. Et là, on lance la simulation pour cette durée. Alors c'est assez rapide. Hein. Une fois que c'est terminé, voilà, on a terminé. On utilise la touche contrôle, la molette de la souris et comme ça on peut zoomer. Et l'objectif c'est de faire apparaître l'ensemble des signaux. Donc là c'est plutôt intéressant, hein. On voit bien notre signal PWM. Ce signal PWM, il est présent une fois sur 4. Alors on peut mesurer précisément les instants d'ailleurs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe à un moment particulier pour connaître la valeur des compteurs. Donc ce qu'on voit, c'est que ce PWM à out, eh bien, il est passé à 1 au moment où on avait PWM counter égal à 0. Au moment du passage de 0 à 1 de PWM counter. On peut également voir comment se comporte le prescaler.
Et si on regarde la façon dont se comporte le prescaler, ben ce prescaler, effectivement, c'est intéressant, hein, on voit qu'il évolue entre 0 et 15. Alors pour zoomer, c'est pas évident, on n'a pas forcément, voilà, on arrive à tout voir maintenant. Donc effectivement, ce prescaler, il évolue entre 0 et 15, il repasse à 0 ensuite, et on peut voir que le PWM counter ici évolue au moment des passages à 0 du prescaler. Quant à la valeur de comparaison, 16384, ça correspond aux 4000 que j'ai fixé ici, mais ça a été traduit sous la forme, cette fois-ci, d'un entier. Donc on a vu comment on pouvait réaliser cette simulation fonctionnelle. Alors on pourrait relancer avec une valeur différente de la valeur de PWM. Je vais le faire. Pour ça, je vais forcer une nouvelle constante qui sera prise en compte pour la suite de la simulation. Par exemple, faire en sorte que ce ne soit jamais, que le signal soit toujours à 0. Donc je fixe la valeur de comparaison à 0 et je relance pour... Allez, on n'a peut-être pas besoin de 26 millisecondes, on va relancer pour un petit peu moins. On va relancer pour ce qui correspond à une période, c'est-à-dire un petit peu moins de 6 millisecondes. Alors il faut quand même un petit peu plus parce qu'on n'avait pas terminé la période précédente. Voilà. Donc là, je termine la période précédente. Mon signal est retombé à 0. Je zoome à cet endroit-là pour voir un petit peu quelles sont les valeurs du compteur. Effectivement, le changement se fait au moment où PWM counter passe à 1. Et maintenant, si on simule pour une période supplémentaire, donc à nouveau 6 millisecondes, on voit que le signal va rester à 0. Donc là, il reste constamment à 0. On peut également effectuer une simulation avec l'autre butée. Et l'autre butée, c'est quand on a tous les bits à 1, donc FF sur 16 bits. Pardon, je me suis trompé de signal. J'ai choisi la sortie, non, voilà, c'est ici. Donc, je force nouvelle constante, FF. Donc, tous les bits à 1 pour les 16 bits de mon information d'entrée. Et je relance la simulation, cette fois-ci, pour aller un petit peu plus, 12 millisecondes, ce qui correspond à 2 périodes complètes. On va rajouter une encore. Voilà, c'est pour bien voir l'ensemble du phénomène. Donc voilà. Eh bien, on voit qu'en fait, lorsqu'on met FF, on a un petit passage comme ça, uniquement sur la valeur de PWM counter égale à 0, où le signal retombe à 0. Donc, tel qu'a été conçu le PWM, on ne peut pas avoir un signal continuellement à 1 à la sortie. On aura forcément un petit passage à 0. Alors, dans les cas où on a besoin d'un signal continuellement à 1 à la sortie, eh bien en fait on prendra l'inverse du signal qui a été généré. Et donc c'est la condition qui menait à avoir un 0 permanent qui permettra d'avoir un 1 permanent sur cette sortie. Je reverrai ça sur une vidéo supplémentaire qui apportera des compléments sur cette simulation du PWM. Donc c'est la fin de cette vidéo qui nous permettait de voir comment on pouvait simuler. Alors je ne suis pas allé très loin sur l'utilisation des radix. Ici, vous pouvez voir qu'on peut voir l'ensemble des bits d'un vecteur. On peut également changer ce qui correspond au radix ici, de façon à visualiser l'information sous une forme différente. Donc pour ça, eh bien, j'ai un outil radix à cet endroit-là qui me permet de dire si par exemple je préfère afficher l'information sous la forme d'un non signé décimal. Donc voilà, on est passé à 65 535 pour le FF hexadécimal. On peut également, si on souhaite identifier un signal,
en changer la couleur. Bon, ça peut être intéressant. Donc différentes possibilités que vous pourrez découvrir très facilement par vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter un like sur cette vidéo. Ça permet de lui donner davantage de visibilité sur YouTube.